pas à toutes les questions. Soit que des fois, c'est des questions qui demandent peut-être un peu plus de contexte, ou soit peut-être des fois, on va avoir trop de questions. Donc, on vous demande votre patience à ce niveau-là. On va prendre certaines des questions les plus pertinentes. Mais si vous avez des questions qui ne sont pas répondues, ne vous inquiétez pas. On a un programme d'accompagnement individuel. Donc, c'est possible pour vous d'avoir une rencontre individuelle qui va vous permettre d'avoir une rencontre avec un agent d'accompagnement et de prendre vraiment soin de votre situation et de répondre à vos questions. Je vais laisser le soin à ma collègue de se présenter. Elle va m'aider avec la conférence ce matin. Donc, Khadija, tu peux te présenter. Oui, bonjour à vous tous et toutes. C'est Khadija Larour. Alors, je suis agente d'accompagnement avec mon collègue Olivier. Ça me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Je vous souhaite excellente conférence. Merci beaucoup, Khadija. Merci, Olivier. Donc, on va commencer. Donc, je vais partager de nouveau mon écran. Donc, on va aller voir les travailleurs autonomes et la fiscalité. Donc, première chose qui est très importante de mentionner, les renseignements qui sont constitués dans ce document-là ne constituent pas une interprétation juridique. Pourquoi? Parce que la loi de l'impôt, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, c'est plutôt gris. Donc, tout est une question d'interprétation et de fait. Donc, c'est important, si vous avez une question à poser aujourd'hui ou vous avez une question à poser à votre comptable ou vous devez contacter le service à la clientèle, vous avez certaines questions, assurez-vous d'être complet dans vos questions. Ça peut paraître anodin, mais si vous n'avez pas tous les détails qui sont donnés, ça peut faire la différence parfois entre la bonne et la mauvaise réponse. Et la présentation d'aujourd'hui est basée sur l'année 2024. Ce n'est pas statique, la loi de l'impôt. Ça peut fluctuer au fil du temps. Je vous rassure, la plus grande majorité des informations vont rester les mêmes, mais il peut y avoir des changements d'une année à l'autre. Donc, c'est important de toujours se baser sur la dernière documentation de Revenu Québec. Et pour ça, un petit truc, sur le site web de Revenu Québec, tous les documents sont mis à jour continuellement. Donc, c'est toujours une bonne idée de passer par le site web de Revenu Québec. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bien sûr, les objectifs de la présentation, les différentes formes d'entreprise, la différence entre le statut de travailleur autonome et le statut salarié, quelles sont les différentes inscriptions et immatriculations que vous devez faire, comment on calcule le revenu, c'est quoi les revenus d'entreprise que je dois déclarer, la notion de coût des marchandises vendues, les différentes dépenses d'entreprise, dépenses de nature courante et dépenses de nature capitalisable, les différentes cotisations, les registres et les pièces éducatives, la notion de compte provisionnel, mon dossier en ligne et à la fin de la rencontre, ma collègue va vous parler un petit peu du programme d'accompagnement. Donc, on est conscient que c'est une conférence, on y va de façon générale, mais c'est possible que vous aviez besoin d'un petit peu plus de support personnalisé. Alors, c'est tout indiqué pour vous, le fameux programme d'accompagnement. Donc, je vais laisser le soin à ma collègue un peu plus tard de vous en glisser quelques mots à ce niveau-là. Et ne vous inquiétez pas, je sais que ça peut paraître quand même beaucoup de points et ça va couvrir beaucoup d'informations. On ne s'attend pas que vous reteniez ça par cœur. C'est pour ça qu'on est là pour vous aider, pour vous donner du support individuel par la suite. Avant que je rentre dans les formes d'entreprise, je tiens à souligner un document qui est très, très important, qui est très utile pour tout travailleur autonome, c'est celui-ci. Ça s'appelle le Guide des revenus d'entreprise et de profession. Dans le jargon de Revenu Québec, ça s'appelle le IN 155. C'est le document qui est tout indiqué pour toute personne qui est travailleur autonome. Donc, je vous encourage, si vous avez des questions suite à notre conférence, c'est toujours important d'aller consulter les bons documents et ce document-là est tout indiqué. La plupart des éléments qu'on va voir lors de la conférence sont présents dans ce guide-là, donc ça vaut vraiment la peine d'aller sur le site web de Revenu Québec et de consulter ce document-là. Et quand je vous disais que que ces informations-là peuvent changer au fil du temps. On le voit ici, il y a une année, parce qu'à chaque année, ce guide-là, il change. L'année prochaine, il va en avoir un pour 2025, donc c'est toujours important de se baser sur les derniers guides. Donc, les formes d'entreprise. Donc, au niveau des formes d'entreprise, il y en a 3 qu'on va regarder ce matin. Ce qu'on appelle l'entreprise individuelle, la société par action et la société de personnes. L'entreprise individuelle, c'est celle qui fait l'objet de notre conférence ce matin. Plusieurs appellations, travailleur autonome, entreprise enregistrée, entreprise à propriétaire unique, ce sont tous des synonymes. Ça veut dire que vous et l'entreprise ne font qu'un. Une seule personne morale. Ce qui fait en sorte que c'est la forme d'entreprise la plus simple et la moins coûteuse, et donc une forme d'entreprise très populaire au Québec, parce que celle-ci n'implique aucune deuxième déclaration. C'est toujours selon la même déclaration que vous faites depuis plusieurs années, ça ne change pas, c'est la même façon de faire. Vous allez compléter votre fameuse déclaration de revenus. Et à l'intérieur de celle-ci, peut-être qu'auparavant, vous aviez du revenu d'emploi. Et donc, le revenu d'emploi, c'était ici à la ligne 101 de la déclaration d'impôt. Mais maintenant, en tant que travailleur autonome, ça va être ici, revenu net d'entreprise. C'est là que vous allez déclarer les revenus nets au niveau de l'entreprise. Que veut dire revenu net? Ça veut dire vos profits. Les ventes que vous avez réalisées, moins toutes les dépenses d'exploitation que vous avez engagées, ce qui va vous donner votre revenu net d'entreprise. C'est là que vous allez déclarer le tout à la ligne 164 de la déclaration d'impôt.
Des petites questions que je me fais souvent se poser. Est-ce que j'ai le droit d'avoir du revenu d'emploi et du revenu d'entreprise simultanément? La réponse, oui. Un n'est pas exclusif à l'autre. Je peux avoir les deux en même temps. Pourvu que tout soit déclaré, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir un emploi et d'avoir mon entreprise également. Également, des fois, les gens me posent la question, qu'arrive-t-il si je veux avoir des employés? Est-ce que c'est possible d'avoir des employés en tant que travailleur autonome ou est-ce que ça, c'est réservé à des plus grandes formes d'entreprise? Vous avez tout à fait le droit d'avoir des employés. Il y a des petits enregistrements qui sont requis, qu'on va voir ensemble dans quelques instants. Mais oui, c'est possible d'avoir des employés. Et finalement, très important, lorsqu'on est un travailleur autonome, il n'y a pas de salaire versé au propriétaire. Pourquoi? Parce que vous êtes le propriétaire de l'entreprise. Donc, tous les profits que vous réalisez sont à vous. Vous pouvez vous payer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, c'est à votre discrétion. Mais en aucun cas, le temps que vous passez au niveau de l'entreprise ne constitue une dépense pour celle-ci. De dire, j'ai plusieurs clients aujourd'hui, donc le temps que je passe, je vais calculer une dépense pour mon temps. Ça ne fonctionne pas parce que vous êtes le propriétaire de l'entreprise, donc il n'y a pas de salaire pour vous. Maintenant, les profits, comme je dis, c'est vous qui décidez à quel moment vous les payez. C'est vraiment totalement votre décision. Et finalement, très important, en tant qu'entreprise individuelle, vous êtes solidairement responsable autant que l'entreprise. J'ai dit une seule personne morale, donc vous partagez cette responsabilité avec l'entreprise. Et donc, c'est la forme d'entreprise la plus simple et la moins coûteuse. Mais il y a deux autres formes d'entreprise qu'on passe ce matin qui pourraient s'adresser à vous. Soit dit en passant, à n'importe quel moment, vous pouvez faire le saut d'un à l'autre. Mais c'est important de savoir les différences entre chacune d'entre elles parce qu'il peut y avoir certains avantages, certains inconvénients. La deuxième, la société par action. Vous avez probablement tous déjà vu une entreprise incorporée, Inc., à la fin de l'entreprise. C'est une société par action. Cette forme d'entreprise-là est complètement différente de l'entreprise individuelle. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous et l'entreprise ne font qu'un. Eh bien, si vous avez une société par action, on parle donc de deux personnes morales distinctes. La société, qui va faire sa propre déclaration corporative ainsi que ses états financiers, et vous, en tant qu'actionnaire, qui va faire votre propre déclaration d'impôt. Donc, la façon de fonctionner est complètement différente parce que la forme en tant que telle est complètement différente. Donc, si un jour vous voulez faire le saut vers l'entreprise incorporée, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait permis, mais assurez-vous de ne pas faire du copier-coller. Ça ne fonctionne vraiment pas de la même façon et ça pourrait donner lieu à de graves erreurs. Donc, c'est vraiment important de comprendre la différence. Et je vous avoue que lorsqu'on veut aller vers ce type d'entreprise-là, ça vaut la peine de peut-être consulter un professionnel pour évaluer votre situation, pour voir est-ce que ça vaut vraiment la peine. Parce que dans certains cas, ça peut être avantageux, dans d'autres cas, probablement pas. Donc, ça vaut la peine de se questionner pour être sûr de prendre la bonne décision. C'est beaucoup plus coûteux et un peu plus complexe parce que là, tout doit être séparé. Et au niveau des coûts, c'est parce que là, vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre l'emploi d'un comptable professionnel agréé. Vous devez faire affaire avec un comptable professionnel agréé pour faire la déclaration corporative et les états financiers. Donc, il y a des coûts assez substantiels qui sont rattachés à tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est une décision qui est quand même très importante. Également, très important, lorsqu'on parle des sociétés de personnes, cette forme d'entreprise-là est très similaire à l'entreprise individuelle. Vraiment, la façon de faire est la même. Les revenus, moins les dépenses, qui donnent le profit, c'est ça que je vais venir déclarer dans la déclaration d'impôt. Par contre, la grosse différence, c'est quand on est une société de personnes, on est deux associés ou plus. Donc, c'est comme si moi et ma collègue Khadija, je me lance en affaires avec elle, on est deux associés dans l'entreprise. Et donc, les profits qui sont réalisés ne vont pas aller seulement à moi ou seulement à ma collègue. On va devoir séparer les profits entre chacun des associés. Et la séparation de ces profits-là doit se faire selon la quote-part de chacun des associés. C'est ça la différence entre la société de personnes et l'entreprise individuelle, mais elles sont quand même deux formes d'entreprise quand même très, très similaires. Donc, ça fait le tour des formes d'entreprise. Je ne vois pas de questions dans le Q&A, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelle est la différence entre le statut de travailleur autonome et quelle est la différence entre le statut de salarié? Eh bien, lorsqu'on regarde les deux formes, les deux statuts, il y a une grosse différence qui saute aux yeux. Eh bien, un travailleur autonome peut réclamer ses dépenses d'entreprise alors qu'un employé ne peut pas réclamer ses dépenses d'entreprise. Oui, on parle de facturation, on parle de discussion à la source, de salaire, mais vraiment, la plus grosse différence, et celle qui va amener le plus gros impact, c'est vraiment la déductibilité des dépenses. Et donc, c'est important de faire la différence entre un et l'autre parce que ça va avoir un énorme impact. Et c'est pour ça que Revenu Québec vous a amené certains critères pour vous aider à déterminer suis-je vraiment travailleur autonome ou est-ce que je suis vraiment salarié. Il y en a 6 que vous voyez devant vous,
Mais il y en a un qui est vraiment plus important que tous les autres critères. On regarde avant tout la subordination effective dans le travail. Est-ce que je suis complètement indépendant de mes clients ou est-ce que je suis dépendant de ceux-ci? C'est ce qu'on fait référence lorsqu'on parle de la subordination. On parle de la notion de contrôle. Je vous donne un exemple. Si vous regardez ma situation, bien, moi, je travaille pour Revenu Québec. Tous mes outils sont fournis par Revenu Québec. J'ai un horaire de travail qui est fixe que je dois suivre. J'ai un gestionnaire qui va évaluer mon travail, qui va superviser mon travail. Si je veux prendre des vacances, je dois lui demander la permission. Je suis formé par Revenu Québec. Je suis donc complètement dépendant de Revenu Québec. Alors, je suis bel et bien employé. Alors que si je fais venir un électricien à la maison, un électricien, il vient avec ses propres outils, il a son propre horaire, c'est pas moi qui vais lui montrer comment faire le travail, il est complètement indépendant de moi. Il vient, il fait le travail, il me facture et notre relation s'arrête là. On parle donc bel et bien d'un travail autonome. Dans la plupart des cas, ça peut être une situation qui est très claire et très simple. Mais dans certains cas, ça peut être assez épineux comme situation. Ce n'est pas toujours très clair. C'est pour ça qu'il y a une publication qui existe sur le site web de Revenu Québec, qui est disponible, qui s'appelle Travail autonome versus salarié, le IN 301. Donc, c'est un document qui est quand même très intéressant. Je vais demander à ma collègue Khadija de le mettre dans le QNR pour que vous puissiez en prendre avantage. Et c'est une publication qui rentre en détail au niveau des différents critères. Donc, ça vaut la peine si vous voyez que vous avez certaines questions à ce niveau-là. Ça pourrait être intéressant de regarder cette publication-là. D'ailleurs, une des méconceptions, des fois, les gens pensent que c'est une décision qu'on prend. Ce n'est pas une décision. C'est vraiment les faits qui m'ont dicté, à savoir est-ce que je suis vraiment très autonome ou est-ce que je suis vraiment salarié. Ou une autre conception qu'on rencontre souvent, les gens vont dire, ben, si j'ai un client, je suis employé. Si j'ai 2 clients, je suis très autonome. Ce n'est pas le nombre de clients, c'est vraiment la relation que je vais avoir avec ces différents clients-là. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Ma collègue a mis la publication, donc ne vous gênez pas d'aller jeter un coup d'œil. Les inscriptions et les immatriculations. Donc, il y a certaines inscriptions que vous pourriez avoir à faire au niveau de l'entreprise. La première, au registraire des entreprises du Québec. Qu'est-ce que le registraire des entreprises du Québec? C'est une base de données qui existe au Québec où plusieurs des entreprises vont être enregistrées. Maintenant, est-ce que c'est une obligation pour vous de vous enregistrer? Tout va dépendre du nom que vous allez choisir. Je m'explique. Si le nom de l'entreprise contient votre prénom et votre nom de famille, cet enregistrement-là est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Par contre, si l'entreprise a un nom distinct sans votre prénom et nom de famille, c'est là que ça devient une inscription obligatoire. Donc, je m'appelle Olivier Bocti Comptabilité, je ne suis pas obligé. Mon nom complet est dans le nom d'entreprise. Par contre, si mon entreprise s'appelle Comptabilité Expert, à ce moment-là, je suis obligé parce que mon nom est complet et pas dans le nom de l'entreprise. Donc, on s'enregistre et il faut se rappeler qu'il y a des petits frais qui sont payés à même la déclaration de revenus. Et également, c'est une base de données qui est publique. Tous les Québécois peuvent avoir accès à ces informations-là. Donc, ça donne des informations diverses au niveau de l'entreprise. Donc, ça, c'est le registraire des entreprises du Québec. Le deuxième, encore une fois, je vais arriver aux employeurs. La notion de déduction à la source. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez le droit d'avoir des employés. Ce n'est pas réservé simplement aux plus grandes entreprises. Vous-même, vous pourriez avoir des employés. Par contre, ce que vous demande Revenu Québec, dès l'embauche du premier employé, vous devez vous assurer de contacter Revenu Québec pour obtenir votre numéro de retenue à la source. C'est ce numéro-là qui va vous permettre de faire les contributions pour vos employés, faire les chèques pour la rémunération, et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez aucun employé, vous n'avez rien à faire. Mais si vous voulez avoir des employés, assurez-vous de nous contacter dès l'embauche du premier. Et le dernier, mais non le moindre, les taxes à la consommation. Les fameuses taxes de vente TPS, TVQ. Beaucoup de conceptions qui existent. Il y en a qui pensent que c'est obligatoire, il y en a d'autres qui pensent que c'est optionnel. Voici la vraie situation. Au démarrage de l'entreprise, à moins que vous soyez dans certains domaines d'activité tels le transport de personnes, taxi, Uber, ou vendeur de tabac, ou vendeur de pneus, pour ces créneaux d'activité-là, c'est obligatoire dès jour. Mais pour tous les autres créneaux d'activité, au démarrage de l'entreprise, c'est optionnel. Ce n'est pas une obligation. Donc, vous pouvez commencer à les avoir, les demander, mais vous pourriez également commencer l'entreprise et ne pas avoir de numéro de taxe. Par contre, il vient un moment où ça va devenir une obligation. Voici la règle à suivre. Si vous atteignez un chiffre d'affaires, et ça, c'est la première erreur que l'on voit, on ne parle pas de votre revenu net, on ne parle pas de vos profits, on parle de vos ventes, le revenu brut. Si vous atteignez des ventes de 30 000 sur un laps de temps
soit d'un seul trimestre ou de 4 trimestres consécutifs. Lorsqu'on parle des trimestres, on parle des trimestres civils. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, si en un seul trimestre, j'atteins le fameux 30 000, immédiatement, lorsque j'atteins le 30 000, je dois immédiatement obtenir mon numéro de taxe. Parce que la prochaine facture doit comporter des taxes. Mais 30 000 sur un seul trimestre, c'est beaucoup. C'est 10 000 par mois. La situation qu'on rencontre plus souvent, c'est 30 000 sur 4 trimestres consécutifs. L'erreur numéro 2 que l'on voit bien souvent, les gens associent 4 trimestres consécutifs à l'année calendrier. Et c'est vrai que dans une année calendrier, il y a bel et bien 4 trimestres. Mais la règle spécifie 4 trimestres consécutifs. Ça peut être les 3 derniers trimestres de 2024 et le premier trimestre de 2025. Donc, pour éviter de passer tout droit, le meilleur truc que je peux vous donner, à chaque fois que vous terminez un trimestre, reculez de 4 trimestres et regardez vos ventes. Si vous n'atteignez pas le fameux 30 000 de vente, c'est toujours votre décision. C'est à vous de décider si vous voulez ou non obtenir votre numéro de taxe. Par contre, si vous avez atteint le fameux 30 000, c'est là que ça devient une obligation. Vous devez contacter Revenu Québec, obtenir vos numéros de taxes et à partir de ce moment-là, donc ce n'est pas rétroactif, mais à partir de ce moment-là, je dois charger des taxes à mes clients. Donc, en tant que tel, les taxes, ce n'est pas vous qui les payez, c'est les clients qui payent ces montants-là. Vous n'êtes que l'intermédiaire. Vous percevez ces montants-là et vous les remettez auprès de Revenu Québec. Par contre, il y a un avantage à être inscrit aux taxes. Lorsque vous faites des achats pour l'entreprise, bien souvent, vous allez en payer de la taxe. Eh bien, vous allez pouvoir vous faire rembourser ces montants-là. Donc, quand on est inscrit à la taxe, oui, je perçois la taxe de mes clients que je dois remettre à Revenu Québec, mais je vais déduire de ce montant-là tous les montants en taxes que moi, j'ai payés sur les achats d'entreprise. C'est le net des deux que je vais devoir remettre à Revenu Québec. Donc, ça peut être intéressant pour certains, même si vous n'avez pas atteint 30 000, si vous avez des gros investissements à faire, peut-être quelque chose que vous pourriez regarder. Il faut comprendre que moi et ma collègue Khadija, on n'est pas des experts au niveau des taxes. Donc, je ne pourrais pas répondre à des questions spécifiques au niveau des taxes, mais ne vous inquiétez pas. Il y a un service d'accompagnement pour les taxes, il y a le service à la clientèle qui est là. Votre comptable aussi pourrait vous aider. Donc, vous avez des ressources que vous pouvez prendre avantage, mais moi et ma collègue, malheureusement, on ne pourra pas aller en détail à ce niveau-là. Et donc, pour terminer, ce que je vous dirais, si vous venez de commencer, vous êtes à 5 000 – 6 000 de vente, vous n'avez pas trop à vous inquiéter, il n'y a pas de souci. Mais quand vous arrivez à 24 000, 25 000, 28 000, ça vaut la peine de garder un œil là-dessus. Vous vous approchez de ce moment-là. Et toujours, la règle d'or, je termine un trimestre, je recule de 4 trimestres et je regarde mes ventes. C'est ça qui va me dicter si je dois m'enregistrer ou non. J'ai une question dans le Q&A de Ghislaine qui demande « J'ai été enregistré avec mes numéros de taxes. Maintenant, je suis incorporé et j'ai la difficulté à avoir un numéro de TPS-TVQ. Ils doivent changer ou c'est le même? » Très bonne question, Ghislaine. Ça ne sera pas les mêmes parce qu'auparavant, vous étiez enregistré comme incorporé, comme enregistré à votre compte, une entreprise individuelle. Vous aviez vos propres numéros de taxes. Maintenant que vous êtes incorporé, ça ne peut pas être les mêmes numéros de taxes. Vous allez devoir fermer vos anciens numéros de taxes et obtenir des nouveaux numéros de taxes. Donc, je vous conseillerais à ce moment-là de contacter sa clientèle pour faire les demandes qui s'imposent. Mais oui, pour répondre à votre question, ça va être un numéro différent parce que maintenant, vous êtes incorporé. Donc, j'espère que ça répond à la question Ghislaine. J'avais une question aussi de Félix qui dit « Est-ce qu'il y a un revenu annuel minimum à faire pour s'inscrire aux taxes? » On vient de le parler, Félix, c'est vraiment le fameux 30 000 $. C'est là qu'à ce moment-là, ça devient une obligation. Sur un seul trimestre ou 4 trimestres consécutifs. Donc, c'est la règle qu'il faut suivre. En bas de ça, c'est votre décision. Mais si vous commencez à faire des revenus plus élevés, ben oui, à ce moment-là, vous allez avoir l'obligation de vous inscrire aux taxes. Donc, j'espère que ça répond à la question. Félix, je ne vois pas d'autres questions, donc je vais continuer. Le calcul du revenu, on en a parlé tout à l'heure, on paie de l'impôt sur notre revenu net. Donc, les ventes moins les dépenses qui vont nous donner notre revenu net. C'est là que vous, votre comptable, vous allez venir mettre ça à la ligne 164 de la déclaration d'impôt. C'est là qu'on va déclarer le tout. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a des avantages quand on a des dépenses. Plus on a de dépenses, moins on a de revenus nets, moins on paye d'impôts à Revenu Québec. Donc, c'est à votre avantage. Bien sûr, moi et ma collègue, aujourd'hui, on va prendre le soin de regarder quelles sont les dépenses déductibles, quels sont les critères à regarder. Mais si vous répondez aux différents critères, je vous encourage à réclamer toutes les dépenses auxquelles vous avez droit. Plus de dépenses, moins de revenus, moins d'impôts à payer. C'est pour ça qu'il y a un document qui existe à Revenu Québec, parce que bien souvent, les gens vont nous poser la question
à moi et à Khadija, c'est quoi les dépenses que je peux prendre au niveau de l'entreprise? Et bien sûr, c'est à vous de connaître cette information-là, mais quelque chose qui peut vous aider, c'est ce document-là. Ça s'appelle l'État des revenus et des dépenses d'entreprise ou de profession. C'est le document, dans le jargon de Revenu Québec, ça s'appelle le TP80. C'est le document conjoint à la déclaration qui va donner le détail au niveau de l'entreprise. C'est quoi les revenus, c'est quoi les dépenses que j'ai eues, ainsi de suite. Je vous montre la vraie version, c'est celle-ci. Et bien souvent, si vous faites affaire avec un comptable, le comptable, lui, va utiliser un logiciel pour faire la déclaration d'impôt. Donc, techniquement parlant, vous n'aurez pas besoin physiquement de ce document-là. Mais je dois vous dire, je le remets à chaque client et cliente que je rencontre. Parce qu'il y a une section fort intéressante dans ce document-là. La deuxième page, j'ai une section ici qui s'appelle Dépenses liées aux activités de l'entreprise. Ça donne une liste de postes de dépenses qui est donnée de la part de Revenu Québec. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne quand même un bon gabarit de départ des dépenses que vous pourriez réclamer. Bien sûr, il y a certaines dépenses qui ne s'appliqueront pas à votre situation. Ce n'est pas grave. Mais il y a peut-être certaines dépenses, peut-être qui s'appliquent à votre situation, mais peut-être que vous n'aviez pas pensé, que vous ne réclamiez pas. C'est à votre avantage d'aller réclamer toutes les dépenses qui sont en lien avec l'entreprise. Donc, ça pourrait être intéressant d'être posé, de juste passer à travers pour être sûr que vous réclamez toutes les dépenses auxquelles vous avez droit. Et un point important aussi, à quel moment je dois déclarer mes revenus et à quel moment je dois déclarer mes dépenses. Il y a deux façons de fonctionner, ce qu'on appelle les méthodes comptables. Il y a la comptabilité d'exercice et la comptabilité de caisse. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Eh bien, la comptabilité d'exercice, c'est que mes revenus, je les déclare quand? Je les déclare lorsque je les ai gagnés. Alors que la comptabilité de caisse, elle, mes revenus, je les déclare quand? Je les déclare quand l'argent est rentré de mon côté. C'est la date de réception, la date que j'ai reçu mes ventes, non, le paiement de mes ventes, c'est à ce moment-là que je déclare mon revenu. C'est ça la différence entre les deux. Je vais vous donner un bel exemple pour bien illustrer la chose. Je suis photographe, je facture mon client aujourd'hui le 12 février, il me paye le 12 mars, un mois plus tard. Bien, selon la comptabilité d'exercice, c'est à quel moment que j'ai vraiment donné mon service et que j'ai facturé le client le 12 février. C'est cette date-là que je déclarais le revenu. Alors que la comptabilité de caisse, à quel moment je me suis fait payer? C'est le 12 mars. C'est à cette date-là que je déclarais le revenu. C'est ça la différence entre les deux méthodes. Mais je vais simplifier la vie pour la plupart d'entre vous. Seulement les gens qui sont dans l'agriculture, la pêche et le travail à commission, seulement eux peuvent faire le choix entre les deux. Si vous n'êtes pas dans un de ces créneaux d'activité-là, vous n'avez pas le choix. Vous allez donc devoir prendre la comptabilité d'exercice. Et un exemple d'une situation qui serait pertinente à ce niveau-là, j'ai un contrat de photographie, je rends mes services le 20 décembre, je me fais payer le 10 janvier. Mais là, on tombe sur 2 années vraiment distinctes, 2 années différentes. Il faut se rappeler à quel moment j'ai réellement gagné mon revenu, que j'ai facturé mon client, que j'ai donné le service. C'est cette date-là que je vais devoir utiliser. Même si je me fais payer un mois plus tard, ce n'est pas la date de paiement qui compte, c'est vraiment la date de facturation. Alors que si je suis quelqu'un qui travaille à commission, comme un agent d'immeuble, mais là, je peux vraiment y aller avec le moment que je me suis fait payer les sommes au niveau de mes ventes. Donc, c'est ça la différence entre les deux méthodes comptables. C'est beau pour ça. Je ne vois pas de questions dans la section Q&A, donc je vais continuer. Les revenus d'entreprise, qu'est-ce que je dois déclarer dans ma déclaration d'impôt au niveau des revenus d'entreprise? Eh bien, ce que dit Revenu Québec, il y a quelques revenus que vous allez devoir déclarer au niveau de la déclaration d'impôt. Ce qu'on dit, bien sûr, des ventes. Donc, toutes les ventes que j'ai réalisées, bien sûr, je vais devoir les déclarer. Si je reçois des commissions, des pourboires, je dois les déclarer. Si je reçois des aides ou des subventions, je dois les déclarer. Si je donne des honoraires professionnels que je facture à la clientèle, je dois déclarer également ça. Et la notion de troc. Qu'est-ce que le troc? Le troc est un échange de biens ou de services. Je donne un exemple. Moi, je suis dans le domaine de la comptabilité. Ma collègue Khadija est dans le domaine du marketing. J'ai besoin d'aide au niveau de mon entreprise, au niveau du marketing, donc je fais appel à ses services pour qu'elle m'aide, elle me donne des conseils au niveau marketing pour mon entreprise. Quand ça vient le temps de me faire facturer, de lui payer, elle me dit, écoute, moi aussi, j'ai besoin d'un petit peu d'aide au niveau fiscal pour mon entreprise. Donc, est-ce qu'on pourrait s'entendre que je te donne mes services, puis en retour, ben, tu me donnes tes services de fiscalité? C'est ce qu'on appelle du troc. C'est un échange de biens ou de services. Et souvent, les gens ne réalisent pas, mais ça doit être quelque chose qui doit être déclaré. Je dois déclarer le tout. C'est un échange commercial et ça doit être déclaré. Donc, je dois faire une facture et je dois déclarer le tout. Bien sûr, vous pourriez me dire, ben, je veux bien déclarer, mais il n'y a pas eu d'échange d'argent. Donc, c'est quoi le montant que je vais mettre sur la facture? Ça va être la valeur des biens
ou des services que moi j'ai reçus en échange du bien ou des services que j'ai donnés. C'est ça que je dois devoir indiquer dans ma facture et déclarer dans ma déclaration d'impôt. Ce n'est pas quelque chose qui arrive énormément, mais je le mentionne parce que quand ça arrive, les gens ne savent pas quoi faire, ils ne le déclarent pas bien souvent, donc il faut faire attention à ça. Et au niveau des ventes, très important, on parle de vos ventes mondiales, que ce soit des ventes au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie. On déclare toutes ces ventes mondiales et toutes vos ventes doivent être déclarées en dollars canadiens. Pardon. Donc, tout doit être déclaré en dollars canadiens. Donc, s'il peut être payé en une autre devise, il n'y a pas de souci. Mais il faut s'assurer de convertir le tout en dollars canadiens. Ghislaine demande, notre exercice financier débute toujours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année ou on peut choisir notre date? Très bonne question, Ghislaine. Parce que tout à l'heure, tu me parlais d'une entreprise incorporée. Une entreprise incorporée peut avoir une date de fin d'état financier différente de l'année calendrier. Mais au niveau d'un prêt autonome, en règle générale, c'est toujours du 1er janvier au 31 décembre. Il y a des cas d'exception qu'on pourrait avoir un exercice différent, mais là, ça devient très complexe parce que là, il faut toujours ramener ça sur l'année calendrier. Donc là, il faut faire des estimés des périodes qui dépassent et des périodes qui sont retranchées. Je dirais que la plupart du temps, 98 du temps, les gens vont utiliser l'année calendrier. Donc, 1er janvier au 31 décembre, c'est votre année financière en tant que prêt autonome. Alors que si vous êtes une entreprise incorporée, là, ça peut être vraiment du 1er avril au 31 mars. Ça peut être différent de l'année calendrier. Mais pour les prêts autonomes, toujours l'année calendrier. J'espère que ça répond à la question, Ghislaine. On arrive à la notion de coût des marchandises vendues. Bien souvent, les gens puis peut-être des gens qui sont présents aussi, qui vont vendre des biens. Ça s'adresse vraiment aux gens présents ce matin qui vendent des biens. Si vous offrez des services, ça ne vous touchera pas cette section-là. Mais si vous vendez des biens, disons que moi, je vends des bouteilles réutilisables. Une des erreurs qu'on voit bien souvent, les gens ont tendance à passer en dépense tous les achats de bouteilles réutilisables destinés à la vente, ils passent tout ça en dépense. Alors que ce n'est pas le cas. Je donne un exemple. Disons que moi, pour l'exercice financier 2025, j'ai acheté 1000 bouteilles réutilisables. J'en ai vendu 800 des bouteilles réutilisables. Il y en a 800 bouteilles réutilisables, oui, je peux les passer en dépense. Mais qu'en est-il des 200 bouteilles au 31 décembre que je n'ai pas réussi à vendre, qui sont toujours en vente, sont sur le site web, mais qui ne sont pas encore vendues? Je ne peux pas les prendre en dépense. C'est vraiment uniquement ce qui a été vendu. Et c'est donc pour ça que vous allez devoir tenir un inventaire de vos marchandises. Chaque année, vous allez devoir faire un inventaire, regarder des traces de vos inventaires. On regarde un exemple. Ce que vous voyez devant les yeux, c'est un exemple si je me lance en affaires le 1er janvier 2025. Donc, la première année, c'est mon année de démarrage. Donc, bien sûr, je n'ai pas de stock au début de l'année parce que je commence mes activités. Bon, mon stock de début est de 0. Je rajoute à ça tous les achats que j'ai planifiés pendant l'année. Donc, dans ce cas-là, ça serait 40 000 $ pour toutes les bouteilles réutilisables que j'ai achetées. Mais à la fin de l'année, au 31 décembre, je dois venir retrancher tous les inventaires de stock qui sont destinés à vendre. Toutes les bouteilles réutilisables que je n'ai pas vendues, qui sont toujours en vente, mais qui ne sont pas vendues, je dois les retrancher. Le résultat de tout ça va me donner le coût des marchandises vendues. C'est ça que je vais pouvoir mettre en dépense dans ma déclaration de revenus. Et mon inventaire de fin d'année devient automatiquement mon inventaire de début de l'année suivante. Donc, on a inventaire fin d'année devient inventaire début de l'année 2 et je refais le même calcul. Ce que j'avais comme stock au début de l'année, plus tous les achats de biens destinés à la vente, moins à la fin de l'année, combien il m'en reste que je n'ai pas réussi à vendre. Ça va me donner le coût des marchandises vendues. C'est ça qui va être déductible. C'est pas pour ça. Je ne vois pas de questions dans la section chat. Je continue. On arrive maintenant aux dépenses d'entreprise. Le nerf de la guerre, c'est important de vraiment faire un bon exercice ensemble. Donc, on va regarder certains postes de dépenses plus précisément parce qu'il y a des postes de dépenses qu'on voit avec plus d'erreurs. Mais on va quand même commencer par la base. C'est quoi les catégories de dépenses que je peux rencontrer au niveau de l'entreprise? Il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle des dépenses de nature courante et il y a ce qu'on appelle des dépenses de nature capitalisable. Lorsqu'on parle des dépenses de nature courante, on parle de dépenses qui sont généralement consommables en totalité dans l'année. Ça ne dure pas plus qu'un an. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, mais ça ne dure pas plus qu'un an. La publicité, des promotions, des assurances commerciales, des fournitures de bureau, les frais de votre comptable, l'essence pour votre véhicule si vous l'utilisez pour l'entreprise, ce sont tous des dépenses qui reviennent régulièrement à l'intérieur d'un an. Ce genre de dépenses-là, ça s'appelle des dépenses courantes. C'est déductible
généralement en totalité, dans l'année que j'encours la dépense. Donc ça, c'est des dépenses de nature courante, c'est assez simple. Mais une autre catégorie qui existe, qui s'appelle des dépenses capitalisables. Celles-là, leur particularité, c'est qu'ils créent un avantage durable pendant plusieurs années. Ça dure plus qu'un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. À tout le moins, ça dure plus qu'un an. Un immeuble, du mobilier de bureau, votre véhicule automobile si vous l'utilisez pour l'entreprise, votre table, votre chaise, votre lampe, votre équipement informatique, ordinateur, clavier, caméra, souris, moniteur. Ce sont tous des biens qui vont durer plus qu'un an. Tout à fait déductible au niveau de l'entreprise. Par contre, je ne peux pas prendre la totalité de la dépense dans l'année que j'ai encourue. Je vais pouvoir prendre une portion de la dépense année après année après année, tant aussi longtemps que j'utilise le bien pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle de l'amortissement. Ma collègue tout à l'heure va regarder un petit peu avec vous comment ça fonctionne au niveau de l'amortissement. Mais je sais très bien qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont faire affaire avec un comptable. Bien souvent, le comptable va faire tous ces calculs à ce niveau-là. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête. Par contre, même s'il est là pour faire les calculs pour vous, c'est important que vous ayez une bonne communication avec lui. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, c'est important de lui transmettre toutes ces informations-là. Et bien souvent, votre comptable, vous allez le voir peut-être seulement que quelques fois par année. Donc, c'est vraiment important qu'à chaque fois, tout au long de l'année, que vous rencontrez ce genre de dépenses-là, juste en prendre note et de vous assurer de le mentionner au comptable. Si le comptable a l'information, normalement, il devrait faire tous les bons calculs. Par contre, s'il lui manque des informations, c'est là que ça peut mener à des erreurs. Donc, c'est important d'avoir une bonne communication avec son comptable. Ghislaine a une question. J'ai une question par rapport aux autos. Si on est en affaires, que ce soit Inc. ou enregistré, devons-nous obligatoirement mettre les véhicules au nom de l'entreprise? Ghislaine, ça ne sera pas long, on arrive au niveau du véhicule automobile. Elle demande, on peut utiliser notre voiture personnelle et utiliser la partie personnelle. Donc, on va regarder au niveau du véhicule automobile, mais pour démystifier d'entrée de jeu, plaque F au niveau de l'entreprise enregistrée, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, on peut utiliser notre propre véhicule qui a la plaque normale et c'est simplement déterminer c'est quoi la portion du véhicule qui est utilisée pour l'entreprise et c'est ça qui va être déductible. Je ne peux pas vous adresser au niveau des incorporations parce qu'il y a des règles spécifiques à ce niveau-là, puis je vous encourage d'en discuter avec soit avec le service à la clientèle de Revenu Québec ou avec votre comptable. Mais au niveau de l'entreprise individuelle, il n'y a aucun besoin d'avoir une plaque F. Ça peut être une voiture bien normale. J'espère que ça répond à la question, mais on va arriver, Ghislaine, au point du véhicule automobile. Au niveau des dépenses de nature courante, première chose qu'il faut se poser comme question, c'est quoi le critère? Qu'est-ce que je dois regarder pour déterminer ce que je peux prendre en dépense et qu'est-ce que je ne peux pas prendre en dépense? Ce qu'on dit à Revenu Québec, les dépenses courantes doivent avoir été engagées pour l'entreprise. Donc, il faut vraiment que ça soit engagé pour gagner un revenu pour l'entreprise. Si ce n'est pas dans le but de générer des ventes, ce n'est pas déductible. Deuxièmement, il faut que ça soit raisonnable, ces dépenses-là. Là, qu'on va vous demander d'utiliser votre gros bon sens, votre jugement, parce que c'est un point qui va revenir bien souvent. Est-ce que c'est raisonnable dans les circonstances de l'entreprise? Et c'est important à ce niveau-là. Vous invitez un client potentiel manger au restaurant et le client, pour un contrat de 200 $, vous l'amenez manger à un restaurant qui coûte 300 $ l'assiette. Fait que clairement, ce n'est pas raisonnable. Là, je sais que j'étire la sauce, mais c'est juste pour que vous compreniez bien la logique. Il faut que ça soit raisonnable dans les circonstances. Il faut également que ça soit payé ou payable dans l'année. Vous ne pouvez pas prendre une dépense de nature courante, vous avez encouru en 2025, la prendre en 2027. Je dois prendre ces dépenses-là dans l'année que je les ai encourues. Les dépenses capitalisables, c'est un choix. Je peux les prendre plus tard si je le veux. Mais les dépenses de nature courante, je ne peux pas. Donc, des fois, les gens, ce qu'on rencontre, c'est que les gens commencent leur entreprise, ils n'ont pas énormément de dépenses, donc ils se disent, mais je vais en garder de côté, je vais les prendre l'année suivante ou dans 2 ans. Je ne peux pas faire ça. Ça doit être pris dans l'année que je les encours. Tout doit être appuyé par des pièces justificatives. Très, très, très important de conserver les factures. Ayez le réflexe de demander des factures, mais plus important, de conserver ces factures-là. C'est vraiment important. Quand vous faites votre déclaration, vous faites simplement que mettre les chiffres dans votre déclaration. Si Revenu Québec vient pour regarder votre déclaration, il va vouloir voir les documents qui appuient ces chiffres-là. Donc, c'est très, très important pour vous de toujours demander et conserver les factures. Des fois, les gens me posent la question, est-ce que je peux les numériser, mes factures, les scanner, puis après me débarrasser de l'original? Non, on doit conserver la facture originale. Vous pouvez les numériser, il n'y a pas de problème, mais il faut conserver la facture originale. Seule exception, un achat en ligne, il n'y a pas de facture papier original, donc là, c'est correct, je peux simplement garder la facture virtuelle. Puis c'est important de bien classer tout ça. Moi et 4 gens pourraient en témoigner. Des fois, on rencontrait de la clientèle qui garde ça dans des boîtes à chaussures, dans des sacs en plastique, dans un tiroir pêle-mêle, dans le coffre à gants de la voiture. Ce n'est pas la bonne façon de fonctionner. Prière d'aller voir soit un classeur ou encore plus
plus facile, meilleur marché, un genre de petit cartable accordéon que j'ouvre, puis il y a plein de compartiments, c'est excellent, ça coûte très peu, mais de cette façon-là, ça vous permet de bien classer vos choses. Par poste de dépense, et par la suite, dans chaque poste de dépense, je classe le tout en ordre chronologique. De cette façon-là, vous allez avoir une classification adéquate. Ça va vous aider à trouver ce que vous avez besoin de trouver rapidement, mais encore plus important, on a tous déjà eu ce genre de situation-là que la facture est à moitié effacée, que je ne la vois pas. Bien, vous allez être en mesure de les conserver plus longtemps, ces factures-là, s'ils sont bien classés, parce qu'il va y avoir moins de manipulation. Puis finalement, posez-vous la question, est-ce que la dépense est uniquement pour l'entreprise ou est-ce que la dépense est en partie pour l'entreprise, mais en partie pour vous personnellement? Par exemple, on regarde votre téléphone cellulaire, votre connexion Internet. Ça peut être des dépenses qui sont en partie pour l'entreprise, mais en partie pour vous personnellement. Et donc, ce n'est pas la totalité qui va être déductible, seulement la portion qui est en lien avec l'entreprise. Donc, ça va être à vous d'évaluer c'est quoi cette proportion-là qui est en lien avec l'entreprise. Pourvu que ça soit raisonnable et représentatif, vous allez pouvoir réclamer cette portion-là. Vous allez voir un peu plus tard, il y a certains postes de dépenses, on ne peut pas faire d'estimation. Mais dans ces deux cas-là, oui, vous pouvez faire une estimation et de prendre seulement la portion qui est en lien avec l'entreprise. On va aller voir si on a des questions. On a quelques questions. OK. Donc, j'ai Ghislaine qui dit, est-ce qu'on est obligé de prendre l'amortissement chaque année ou c'est à notre choix? Comme je disais, l'amortissement est un choix. Donc, vous pourriez prendre une année d'amortissement et l'autre année ne pas en prendre. Donc, j'espère que ça répond à la question. Dany demande, comment calculer le montant que nous devons payer sur la RRQ? On va le voir un petit peu plus tard, Dany, au niveau des différentes cotisations. Brigitte demande, facture conservée, combien d'années? Très, très bonne question, Brigitte. D'habitude, j'aime demander à la clientèle combien d'années vous pensez. Je vais laisser le soin à ma collègue Khadija un peu plus tard, va vous donner le nombre d'années. Mais c'est un nombre d'années, donc il faut les garder quand même assez longtemps, mais on va vous revenir avec l'information précise. Et Daniel demande si je n'ai pas de numéro de taxe, est-ce que les dépenses admissibles peuvent inclure les taxes? Excellente question, Daniel. Lorsqu'on n'est pas inscrit aux taxes, eh bien oui, dans nos dépenses d'exploitation de nos entreprises, on va inclure le montant réel qu'on a dépensé et donc on inclut les taxes. Par contre, à partir du moment qu'on est inscrit aux taxes, dans la déclaration d'impôt, je ne dois plus voir aucune taxe. C'est toujours le montant avant les taxes parce qu'on doit avoir un autre rapport qui va être uniquement juste pour les taxes. Donc, très bonne question, Daniel, à ce niveau. Et finalement, Jeanne qui demande, est-ce qu'on peut déduire les dépenses de networking où on trouve nos nouveaux contrats? Par exemple, si on joue au golf et il y a des clients potentiels, on joue au golf, clients qui jouent au même club de golf. Bref, jouer au golf nous permet d'avoir des contrats. Est-ce qu'on peut déduire le membership, les bâtons, les gants? Non. Puis spécialement au niveau du golf, c'est spécifiquement dit dans la loi, ce n'est pas déductible. Si vous l'amenez au golf house, vous l'amenez manger, bien là, oui, il pourrait avoir un frais de repas qu'on va voir dans quelques instants. Mais au niveau de jouer au golf, les bâtons, tous les équipements, non, ce n'est pas déductible, c'est des frais personnels. Donc, j'espère que ça répond à la question. On va continuer. À partir de quel moment je peux prendre les dépenses au niveau de l'entreprise? Eh bien, ce que dit Revenu Québec, on peut prendre ces dépenses-là à partir du début de l'exploitation de l'entreprise. C'est à partir de ce moment-là que je peux prendre les dépenses au niveau de l'entreprise. Tout ce qui est avant cette dette-là n'est donc non déductible. Mais la date de début de l'exploitation peut être assez subjective. Votre date et ma date pourraient être différentes. Ce que vient préciser Revenu Québec, c'est à partir de la première action significative pour l'entreprise que vous pouvez prendre les dépenses au niveau de l'entreprise. Donc, peut-être que moi, je m'ouvre un commerce de détail le 1er avril, mais peut-être que le 1er mars, j'ai loué mon local commercial, j'ai engagé des frais de publicité et de promotion, j'ai engagé mes employés, donc j'ai posé des actions significatives. Donc, oui, ce serait à partir de la première action que ça serait déductible. Par contre, si je fais une étude de marché l'année passée, bien, une étude de marché, ce n'est pas une action significative. Je pourrais finir mon étude de marché puis décider que je ne me lance pas en affaires. Il faut vraiment que ce soit une activité qui est vraiment une action qui lance les activités pour l'entreprise. Alors, c'est pour ça. On arrive au véhicule automobile. Donc, au niveau du véhicule automobile, oui. Excuse Olivier, il y a une question encore sur les taxes. Je prends juste de reprendre ta réponse de tantôt. La réponse sur la question des taxes. Donc, Yair, je pense que tu fais référence peut-être au niveau de Daniel, la question de Daniel au niveau du montant des taxes. Ce que Daniel demandait, c'est si je n'ai pas de numéro de taxe, est-ce que je peux réclamer les dépenses? La réponse, c'est oui. Quand je n'ai pas de numéro de taxe, mes dépenses d'exploitation, ça va inclure les montants de taxes que je vais pouvoir prendre en dépenses. Par contre, comme je disais à Daniel,
Lorsqu'on commence à avoir le numéro de taxe, à partir de ce moment-là, on ne peut plus réclamer les montants de taxes dans nos dépenses parce que ces montants de taxes-là vont aller dans votre rapport de taxes. Donc, il faut juste faire attention à ce niveau-là. Et on a une autre question de Evelyne qui dit « À quel courriel doit-on vous écrire? » Je vais l'inscrire un peu plus tard, Evelyne, au niveau du courriel. Yair qui comprend, c'est parfait. Super, Yair. On continue. Au niveau du véhicule automobile. Donc, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je peux prendre en dépense? Ce n'est pas comme le téléphone cellulaire. Je ne peux pas y aller sous forme d'approximation. Je dois déterminer c'est quoi le pourcentage d'utilisation à des fins à faire du véhicule. Mais pour ça, je dois tenir un registre. Je dois avoir un registre qui détaille les allées et venues du véhicule automobile. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Ce n'est pas très complexe. Soit dit en passant, la forme pourrait être différente, mais c'est vraiment les informations qu'on veut retrouver. On veut voir ces informations-là. On veut voir au niveau la date. Je veux voir également le lieu de départ, l'adresse de destination, donc les adresses complètes, la raison du déplacement et le nombre de kilométrages parcourus. Toutes les fois que j'utilise mon véhicule pour l'entreprise, j'indique ces 5 informations-là. Je fais un déplacement personnel, je n'ai rien besoin d'indiquer, c'est personnel. Vraiment uniquement quand c'est pour l'entreprise. Et finalement, à la fin de l'année, c'est là que je vais faire un récapitulatif. Je vais aller chercher le kilométrage que j'ai parcouru pour l'entreprise. Donc, ça, le meilleur moyen, c'est d'aller simplement calculer le nombre de kilométrages. Donc, dans mon registre, je vais avoir tout le kilométrage, c'est juste de l'additionner. Et je vais le diviser par le kilométrage annuel du véhicule. Le meilleur moyen de trouver ça, regardez l'odomètre le 1er janvier, regardez l'odomètre à la fin de l'année, simplement faire la différence. Donc, mon kilométrage à faire divisé par mon kilométrage annuel me donne mon fameux pourcentage d'utilisation à faire. C'est ça qui est clé, parce qu'avec ce pourcentage-là, je vais pouvoir déterminer ce que je vais pouvoir prendre en dépenses. Donc, je prends ce pourcentage-là et je les applique simplement à presque toutes les dépenses en lien avec le véhicule. Les plaques et le permis de conduire, les primes d'assurance du véhicule, les intérêts du véhicule, si je finance mon véhicule, l'essence ou la recharge, l'entretien, les réparations. Sur presque toutes ces dépenses-là, j'applique toujours le pourcentage. La seule exception, frais de stationnement chez les clients. Si je m'en vais chez un client et je dois payer du stationnement, 100 déductible. Même si j'utilise mon véhicule à 40 ce frais-là est totalement déductible. Et ici, on voit frais de location, si je loue mon véhicule, mais qu'en est-il si c'est à moi le véhicule? Pourquoi je ne vois pas le paiement du véhicule? Ce n'est pas le paiement du véhicule, on se rappelle au niveau du véhicule automobile, c'est une dépense qui est capitalisable. Donc, ce n'est pas le paiement du véhicule, c'est l'amortissement du véhicule. Donc, je vais calculer l'amortissement et encore une fois, je vais appliquer le fameux pourcentage d'utilisation à faire. Donc, si vous vous êtes trompé au niveau du pourcentage, vous vous êtes trompé sur toutes les dépenses au niveau du véhicule. Donc, c'est vraiment important de le faire correctement. On ne fait pas d'estimation sans registre. On ne fait pas non plus d'allocation sur le kilométrage, de dire, ben, je vais calculer combien de kilométrage j'ai fait pendant l'année, puis je vais calculer simplement une dépense de 70 sous le kilomètre. On ne peut pas faire ça. Et également, on n'accepte pas les contraventions. Tout ce qui est étiquette de vitesse, étiquette de stationnement, ce n'est pas déductible. Donc, vraiment important de faire attention à tous ces points-là. Si vous utilisez votre véhicule 3 fois par semaine, bien honnêtement, un petit fichier Excel peut très bien faire l'affaire, ça devrait être très simple. Si vous êtes quelqu'un qui se déplace énormément et vous utilisez votre véhicule 5 à 6 fois par jour, et là, peut-être que ça devient beaucoup de travail. C'est là qu'il y a des applications sur téléphone intelligents qui peuvent vous aider. Il y a même des applications informatiques qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Donc, c'est à vous de prendre les moyens que vous voulez qui peuvent vous aider, mais c'est important en bout de piste, vous devez avoir le fameux registre en bonne et due forme pour déduire toutes les dépenses qui sont en lien avec le véhicule automobile. Donc, on va y voir les questions. Jane demande, j'avais pris l'exemple du golf car c'est plus commun. Si c'est autre chose pour ma part, mon networking se fait dans les cours au gym. Bien, les inscriptions au gym, ça ne serait pas déductible. C'est vraiment si vous invitez un client manger au restaurant ou aller voir un spectacle, oui, ça pourrait faire l'effet d'une dépense. Mais tout ce qui est membership au gym, des changements, non, ce n'est pas déductible. Divan qui dit, est-ce qu'il est nécessaire de tenir un registre du kilométrage du véhicule utilisé à 100 pour l'entreprise, dans le cas où j'ai un deuxième véhicule que j'utilise à des fins personnelles? Très bonne question, Divan. Et la réponse, c'est non. Si le véhicule est uniquement utilisé à des fins affaires, là, quand on dit 100 c'est vraiment 100 pas 95 mais 100 Il n'y a aucun autre déplacement qui est fait pour l'entreprise.
à ce moment-là, oui, vous n'avez pas besoin de tenir un registre, vous allez pouvoir prendre simplement toutes les dépenses en lien avec le véhicule. Mais il faut vraiment que ça soit utilisé uniquement à 100% pour l'entreprise. On va arriver au prochain point, les frais de repas et de représentation. Donc, James va sûrement être intéressé par ce point-là. J'invite des clients à manger au restaurant ou à aller voir des spectacles ou à aller voir des manifestations sportives. Est-ce que c'est déductible? La réponse, c'est oui. Mais il y a une façon de fonctionner à ce niveau-là. Probablement, quand on regarde la terminologie, les frais de repas, ça veut dire la nourriture et la boisson. Et quand on parle des frais de représentation, on parle de divertissement. Donc, j'invite un client à voir un spectacle ou à aller manger au restaurant. Oui, une portion va être déductible. Ce que dit Revenu Québec, le montant déductible est limité au moins élevé des montants suivants. Donc, 50% des frais réellement engagés est raisonnable. Ça, c'est le premier montant. Et le deuxième montant, le plafond basé sur les chiffres d'affaires. Je vais devoir calculer ces deux montants-là et je vais prendre le plus petit des deux en dépenses. Prenons un exemple pour bien illustrer la chose. Disons que moi, j'ai mon entreprise de vente de bouteilles réutilisables. Mon chiffre d'affaires cette année était de 65 000 $. Puis pendant l'année, j'ai été manger puis voir des spectacles avec des clients pour la somme de 1 800 $. Je vais établir mes deux limitations et je vais prendre le plus petit des deux. 50% des frais réellement engagés est raisonnable. Donc, ça m'a coûté 1 800 $ à 50%. Ma dépense, c'est 900 $ ici. Ça, c'est mon premier montant. Le deuxième montant, c'est là qu'on va regarder ce petit tableau-là. Selon où se situent mes ventes, c'est là que ça va me donner mon plafond. Si j'ai fait moins de 32 500 $ de vente, mon plafond, c'est 2%. Si j'ai fait entre 32 500 et 52 000 $ de vente, mon plafond, c'est 650 $. Et si j'ai fait plus que 52 000, ce qui est mon cas, j'ai fait 65 000 dans l'exemple que je vous donne, mon plafond, c'est 1,25%. Donc, 65 000 à 1,25%, ça me donne 812,50. Qu'est-ce qui est le plus petit entre 812,50 et 900? C'est 812,50. C'est ça qui va être déductible. Si j'invite des clients à manger au restaurant ou aller voir un spectacle, à l'endroit de la facture, j'indique toujours le nom et les coordonnées du client parce que Revenu Québec pourrait contre-vérifier le tout. Si je donne des cadeaux à la clientèle, même chose. J'inscris toutes ces informations-là pour que Revenu Québec puisse valider. Et très important, tous vos frais à vous sont des frais de subsistance. Je prends un café avant de me rendre au bureau, je m'en vais manger entre deux clients. Tout seul, ce n'est pas déductible. C'est des frais qui sont des frais de subsistance, des frais personnels. Ce n'est pas déductible. Donc, pour revenir à ton cas, James, si tu t'en vas, si tu invites un client voir un spectacle, il n'y a pas de souci, je l'invite, je le paye pour lui, bien, une portion va être. Mais tout ce qui est membership pour moi, l'échangeur, non, ça, ce n'est pas déductible. J'espère que ça répond aux questions. On va aller voir. Il y a une question de Manon. On m'a dit que pour les artistes, c'est différent pour les kilométrages de la voiture. Est-ce vrai? Non, il y a des spécifications pour les artistes. Ce n'est pas au niveau du kilométrage de la voiture. Quand on parle, par exemple, qu'un artiste qui se présente sur scène, il y a certaines exceptions au niveau des vestiments, des vêtements, mais pas pour le véhicule automobile. Prochain point, les frais de formation. Donc, si je suis des formations, est-ce que je peux prendre ça au niveau de l'entreprise? La réponse est potentiellement oui, mais seulement si vous répondez aux 3 critères suivants. Il faut que la formation soit dans le but de conserver, de mettre à jour ou d'améliorer une compétence déjà acquise. Donc, moi, je suis déjà massothérapeute et je suis une formation subséquente pour venir me spécialiser dans la massothérapie de femmes enceintes. Bien, là, je viens vraiment améliorer mes compétences que j'ai déjà acquises. Oui, je répondrai à ce critère-là. Par contre, si je suis comptable agréé puis je veux devenir massothérapeute, bien, ma formation initiale de massothérapie n'est pas déductible au niveau de l'entreprise. Il faut que la formation vous permette de continuer les activités d'entreprise. Donc, si vous avez une formation à temps plein pendant 3 mois, vous ne pouvez pas continuer la gestion d'entreprise, ce n'est pas déductible. Et finalement, il faut que ça soit dans votre territoire normal d'activité. Donc, si vous suivez une formation en Californie, alors que ça en donne une à Montréal, bien, ça ne sera pas déductible, ce n'est pas votre territoire normal d'activité. Peut-être que la formation que vous suivez ne répond pas à ces critères-là. Bien, donc, peut-être que ce n'est pas déductible au niveau de l'entreprise. Par contre, gardez en tête que dans la déclaration d'impôt, il y a un crédit pour les frais de scolarité, donc pour les formations. Donc, c'est possible que ça répond à ces critères-là. Donc, regardez, vous pourrez valider. Essentiellement, ce n'est pas déductible au niveau de l'entreprise, mais ça peut être déductible dans la déclaration d'impôt. On a une question de Ghislaine. Il dit, si je suis une formation pour langue seconde, si vous êtes en mesure de faire l'argumentaire que c'est vraiment pour l'entreprise, qu'il y a un impact direct et que ça répond à tous les autres critères, oui, ça pourrait être déductible. Un petit
quelque chose qui peut vous aider. Si la formation vous donne un diplôme d'accréditation, bien souvent, c'est que ça va être déductible, mais comme crédit d'impôt et non comme dépense d'entreprise. Donc, juste faire attention à ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qui va être déductible? Bien, les frais d'inscription vont être déductibles. Les frais de séjour pour la durée de la formation, si je dois me déplacer. Les frais de déplacement pour me rendre à cette formation-là. Et exceptionnellement, les frais de repas, même si c'est pour moi seul, vont être déductibles. Par contre, toujours selon les mêmes restrictions. Et c'est important de ne pas confondre frais de formation avec frais de participation à un congrès. Si je participe à un congrès, c'est déductible. Donc, on parle par exemple du congrès des pharmaciens du Québec. Bien, je me rends au congrès. Ce n'est pas la même chose qu'une formation. Je vais faire du networking, du réseautage. Je vais voir les dernières pratiques, les dernières tendances. Donc, c'est tout à fait déductible. Mais il y a deux limitations. La première, il faut que ça soit dans les limites géographiques de mon territoire, comme on l'a vu au niveau des formations. Et je peux en prendre 2 au maximum par année. Je peux en suivre 4, 5, 6 sans problème, mais il y en a seulement 2 congrès par année qui vont être déductibles. Et c'est encore une fois les mêmes dépenses qui vont être déductibles. Linda demande, est-ce seulement les frais engagés pour le client, billets ou repas? Donc, quand on parlait des frais de repas et de représentation, c'est que j'invite le client à manger au restaurant. Donc, il y a une facture. Sur la facture, il y a son repas et mon repas. Et c'est pour ça qu'on fait toutes ces dépenses, ces calculations-là par la suite, parce que c'est seulement sa portion qui est déductible. Mais vraiment, sur la facture, qu'il y a les 2 repas que je vais pouvoir prendre ça. Des fois, des erreurs que je vois, les gens vont dire, ben le client, ça paye son propre repas, puis moi, j'ai payé mon propre repas. Donc, je prends ma facture. Non, parce que votre repas à vous, c'est un frais de subsistance. Ce n'est pas déductible. J'espère que ça répond à la question. Dernier point avant qu'on prenne une petite pause, le téléphone et l'Internet. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Oui, ça va être déductible au niveau du téléphone et l'Internet. Bien souvent, maintenant, à 95% du temps, les gens utilisent leur cellulaire. Donc, oui, si vous avez une ligne traditionnelle, juste garder en tête, les lignes résidentielles ne sont pas déductibles, mais les lignes qui sont à faire, elles, sont à 100% déductibles. Mais la plupart du temps, les gens utilisent simplement leur téléphone cellulaire et donc, ça doit être pris au pourcentage d'utilisation à faire. Même chose pour l'Internet, toujours au pourcentage d'utilisation à faire. Par contre, un deuxième élément qui est très important. Au niveau de l'Internet, les frais d'installation ne sont pas déductibles, les frais de connexion au réseau ne sont pas déductibles. Et pour le cellulaire, l'appareil en tant que tel, le téléphone en tant que tel, à moins qu'il soit utilisé 100% pour l'entreprise, il n'est pas déductible. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, sur votre facture de téléphonie, vous allez avoir des fois votre téléphone qui est amorti pour une période de 24 mois. Et donc, ce montant-là pour le téléphone ne sera pas déductible. Le reste, le forfait mensuel, là, va être déductible, mais encore une fois, selon le pourcentage d'utilisation à faire. Je ne vois pas de questions dans le Q&A, donc on va aller pour une petite pause. Il est 10h27. On va reprendre à 10h37 avec ma collègue. Alors, on va continuer. On avait expliqué au départ. Donc, I know.